Goedemorgen iedereen. Bonjour à toutes et tous. Voici la conférence de presse de ce mercredi. Nous allons commencer par un aperçu des différents chiffres que va nous donner le docteur Yves Van Lethem. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on l'avait déjà évoqué ce lundi, et on a la continuation des choses aujourd'hui. On avait constaté des points positifs dans l'évolution des chiffres et heureusement ces tendances positives semblent actuellement se confirmer. Le taux d'infection se stabilise et les admissions à l'hôpital augmentent toujours, mais elles augmentent moins rapidement, ce qui est pour le moins un point qui était attendu et qui fera plaisir à tout le monde. Ceci étant, ce ralentissement de l'augmentation, la stabilisation qu'on peut peut-être attendre dans quelques temps ne suffiront pas. C'est un peu comme un moteur de voiture. S'il peut tourner jusqu'à 6000 tours minute, il n'est pas bon de le faire tourner longtemps à 6000 tours minute. Il est en surcharge. Donc on ne peut pas se contenter de ce que nous avons. On doit continuer effectivement de manière à avoir une diminution drastique le plus rapidement possible du nombre de cas. Ces chiffres, par contre, nous montrent très clairement que les mesures qui ont été mises en place fonctionnent. Ce sont actuellement les mesures qui ont été mises en place il y a quelques semaines et donc on attend beaucoup d'une accentuation de cette amélioration avec l'effet des mesures qui viennent de commencer. En continuant, nous pourrons rester en dessous de la capacité maximale de nos hôpitaux dans les semaines à venir. Et donc c'est une fois de plus l'occasion de dire que le fait de rester à la maison, le fait de respecter ces règles, pas forcément toujours agréables, on est bien d'accord, peuvent sauver les vies et que c'est la contribution majeure que vous pouvez d'ailleurs faire à l'amélioration de la situation. Pour la première fois depuis le 5 septembre, on constate une diminution du nombre des nouvelles infections sur une base hebdomadaire. Elle a diminué de 4%. Cela s'explique bien sûr en partie par le changement de stratégie de testing, mais aussi, si on regarde ceci en perspective, il y a une réelle diminution. 40% actuellement des personnes ayant des symptômes sont testées positives pour le coronavirus. Le mardi 27 octobre reste le jour avec le plus grand nombre de nouveaux cas positifs, en l'occurrence 22 048 cas. Actuellement, pour les jours qui ont suivi, nous sommes restés en dessous de la barre des 20 000 cas. La moyenne sur une semaine est de 14 235 nouveaux cas par jour. Cette diminution se passe essentiellement dans les personnes de moins de 50 ans et nous serions plus heureux qu'elle se passe chez les personnes plus âgées puisque vous savez qu'elles sont plus à risque et malheureusement dans le groupe des personnes plus âgées, nous n'avons pas cette diminution, nous avons toujours une augmentation. Au cours de la dernière semaine, on a eu un diagnostic de Covid positif chez environ 2% des personnes de plus de 90 ans. Ceci reflète en partie, entre autres, le fait que plus de cas sont diagnostiqués actuellement dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, et nous vous tiendrons au courant de leur évolution lors du point presse que nous ferons ce vendredi. On avait sur la carte du pays montré que la diminution du nombre de cas se passait dans le centre du pays, sur Bruxelles et sur les Brabants. Actuellement, on constate une diminution dans plusieurs autres provinces. Et pour la première fois, on assiste à une tendance à la baisse aussi pour Anvers, pour le Limbourg et pour la province de Liège. On a toujours des augmentations dans les autres provinces, mais elles sont clairement nettement inférieures à celles que nous avons connues. L'augmentation la plus importante se limite à un plus 13% en Flandre occidentale. Nous ne sommes donc pas encore hors de danger, c'est très clair, mais heureusement ces chiffres qui vont dans le bon sens doivent nous conforter à continuer nos efforts. Au niveau des hospitalisations, on a noté hier malheureusement un chiffre record d'hospitalisation de 877 patients, ce qui est 39% de plus que le pic de la première vague.
Par contre, au cours de la semaine dernière, la moyenne des hospitalisations journalières est de 692 admissions. C'est une augmentation de 26% sur base hebdomadaire. Mais donc, à nouveau, c'est une augmentation qui va en fléchissant au cours du temps. Elle est plus prononcée, je dirais, dans les provinces où l'épidémie s'est propagée de manière plus tardive, donc essentiellement au niveau de la Flandre, avec une augmentation de l'ordre de 40% dans toutes les provinces flamandes. Actuellement, sont hospitalisés pour cause de Covid dans notre pays 7 485 patients, dont 1 351 le sont en réanimation et 60% ont besoin d'une ventilation artificielle. Ceci est donc bien sûr nettement et malheureusement nettement plus élevé que ce qu'on avait lors de la première vague. Ceci va, je dirais, malheureusement à nouveau, bien sûr, encore augmenter durant la semaine devant nous et probablement en partie durant la semaine prochaine. Le taux d'occupation des lits de soins intensifs augmente de 48% sur base hebdomadaire, mais ceci implique un doublement tous les 12 jours. Vous avez remarqué que ceci est un chiffre plus favorable que celui que l'on vous donnait, puisque ce doublement était de l'ordre de 8 à 10 jours dans les dernières informations qu'on vous avait fournies. Nous espérons pouvoir rester en dessous de la capacité maximale des 2000 lits dont vous a déjà amplement parlé, si nous poursuivons les efforts qui sont en cours, si les courbes, à ce moment-là, reflètent l'impact de ces efforts. Nous prévoyons actuellement qu'on devrait atteindre à peu près 1800 lits occupés en soins intensifs dans les 2 semaines qui sont devant nous. La situation reste plus problématique dans la province de Liège et dans la province du Hainaut, sachant qu'en Flandre orientale, des problèmes se posent aussi actuellement. Enfin, nous déplorons toujours de nombreux décès. Ces décès augmentent, ils augmentent moins rapidement. On a actuellement 136 décès en moyenne par jour, avec un pic de 178 décès le vendredi 30 octobre. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps des modes de transmission du virus et vous savez que très classiquement, on décrit, et on décrit toujours d'ailleurs, ceci n'est pas du passé, la transmission par les grosses gouttelettes, on décrit la transmission également par le contact avec les individus. À côté de ces grosses gouttelettes que nous produisons en parlant, nous produisons aussi de manière variable une certaine quantité de plus fines gouttelettes, ce qu'on appelle des micro-gouttelettes. Autre terme, les aérosols. Ces aérosols sont des toutes fines gouttelettes qui restent, tellement elles sont légères, en suspension dans l'air. Elles restent en suspension dans l'air et elles peuvent le rester pendant plusieurs heures, tout spécialement dans un contexte de locaux fermés et de locaux dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. À nouveau, les locaux les plus petits sont plus aptes à voir ce genre de persistance des micro-gouttelettes en suspension. Le fait de rester donc longtemps dans un espace fermé où il y a beaucoup de personnes qui parlent, entre autres, et où l'espace est relativement réduit, fait que l'on peut risquer ainsi d'inhaler ces fameuses micro-gouttelettes et, si elles sont chargées de virus, d'acquérir l'infection. C'est une voie additionnelle d'infection qui a été longuement discutée, mais qui semble maintenant, dans certaines circonstances, bien établie. Pour éviter cette source de contamination, on peut proposer 3 choses. La première, c'est bien sûr de réduire le nombre de personnes qui sont présentes dans une pièce. C'est typiquement au niveau professionnel tout l'intérêt du télétravail, puisqu'il y a moins de gens présents dans un bureau, peut-être une personne au lieu des 4 qui y sont habituellement présentes. Le deuxième point, c'est de porter un masque. De porter un masque le plus fréquemment possible, parce que le masque aura un impact sur la formation de ces micro-gouttelettes. En effet, il n'y a pas forcément beaucoup de micro-gouttelettes qui sortent directement de notre bouche, mais sortent des grosses gouttelettes qui vont se transformer en micro-gouttelettes. Et donc, si ce masque bloque ces grosses gouttelettes, elles ne pourront par définition pas se transformer en micro-gouttelettes.
L'impact du masque est donc significatif sur la formation des microgouttelettes elles-mêmes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les enfants, dès qu'ils sont capables de porter un masque et de le tenir de manière raisonnable, sont invités à le faire en classe. Le troisième point, c'est la ventilation, un sujet qui a été longuement discuté durant les dernières semaines dans les médias, entre autres. Il est clair que c'est un point important, un peu plus compliqué à mettre en place dans nos contrées à la saison où nous sommes pour l'instant. Et donc, il est clair qu'il y aura un prix à payer, soit un prix en combustible, soit en pull ou autre chose pour vous tenir un peu au chaud. Mais il faudra effectivement cette année-ci plus ventiler les locaux qu'on a l'habitude de le faire dans notre pays où l'hiver, avec sa pluie, avec sa température, avec le vent, n'est pas forcément agréable. Une ventilation continue, on peut facilement le déduire, est plus efficace qu'une ventilation discontinue. On va donc essayer de ventiler les pièces de manière à évacuer l'air vers l'extérieur. Il serait une mauvaise idée, bien sûr, que l'air d'une pièce aille vers une autre pièce occupée par d'autres personnes, mais donc il faut évacuer l'air vers l'extérieur. La manière la plus simple de le faire est bien sûr d'ouvrir une fenêtre. Idéalement d'ailleurs d'ouvrir 2 fenêtres, ne fût-ce que partiellement, qui sont à l'opposé, mais déjà ouvrir 1 ou 2 fenêtres sur un côté, dans des fenêtres de bureau par exemple, est quelque chose d'utile. À côté des fenêtres, il existe dans les habitations modernes des systèmes de ventilation qui amènent l'air frais de l'extérieur, souvent par des grilles qui sont situées au haut des fenêtres, avec une recaptation par la suite de l'air vicié qui repart vers l'extérieur. Si vous avez ce genre de système, soit chez vous, soit dans les bureaux où vous travaillez, surveillez que ces grilles soient ouvertes, par exemple, et ne soient pas fermées, ce que l'on fait justement parfois en hiver. Si vous avez un système actif de ventilation, veillez à ce qu'il souffle de l'air frais venant de l'extérieur et que par la suite l'air soit non pas recirculé mais réenvoyé vers l'extérieur, donc utilisé une seule fois, même si par définition cela va avoir un certain bilan énergétique défavorable puisqu'il faudra réchauffer chaque fois l'air qui est ainsi capté à l'extérieur. Ce qui est clair, c'est que de tels systèmes, lorsqu'ils sont bien employés, lorsque les grilles sont ouvertes, lorsque tout ceci est bien propre, réduit la quantité potentielle de microbes dans l'air jusqu'à environ 90%, et ce, en une quarantaine de minutes. Si vous avez ce genre de système, idéalement, et ça s'applique plus dans les bureaux bien sûr que chez vous, c'est même essentiellement pour les bureaux, faites-les déjà tourner 2 heures par exemple avant l'occupation des espaces en question et faites-les encore tourner pendant 2 heures après de manière à avoir évacué au maximum l'air potentiellement contaminé. Si vous avez l'occasion malgré tout d'ouvrir parfois la fenêtre des locaux ainsi ventilés, ceci reste un point positif additionnel. Alors, si on n'a pas ce type de ventilation, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de maisons particulières, soyons honnêtes, qui ne sont pas des maisons toutes modernes, eh bien, ventiler régulièrement. Ventiler régulièrement par les fenêtres, comme on l'a dit, par exemple, simplement mettre une fenêtre oscillobattante ouverte par le haut pendant 2 heures va permettre là aussi de réduire de 90% le nombre de microbes dans l'air. Le même 90% qu'on vous citez, mais avec une ventilation, on l'obtient en 30 à 40 minutes. Si vous ouvrez une fenêtre totalement, une fenêtre grande ouverte, vous avez le même effet en un quart d'heure, peut-être plus difficile à supporter avec le climat belge bientôt. Et si vous avez 2 fenêtres opposées, la ventilation est tellement efficace qu'on obtient un renouvellement en 5 minutes. Alors une question spécifique qui pourrait se poser, c'est quelqu'un dans la famille est Covid positif. La question ne se pose pas au bureau. Là, normalement, il ne peut pas aller travailler, mais il est à la maison, en isolement. Comment fait-on pour ventiler adéquatement l'habitation, puisque d'autres personnes y sont présentes si c'est une famille? Eh bien, on va demander à la personne d'essayer de s'isoler dans une chambre, si c'est possible, bien sûr. Et on comprend très bien que dans certaines circonstances, c'est complexe. Si une chambre est disponible, je pense qu'il faut vraiment la réserver à la personne en question. On va demander à la personne d'ouvrir la fenêtre au moins 3 fois sur la journée, plus bien sûr si c'est faisable.
de manière à ce que, effectivement, on ait une circulation d'air qui soit suffisante. Le principe est bien sûr que cet air soit rejeté vers l'extérieur et qu'il ne passe pas de la chambre de la personne contaminée vers les pièces où vivent les autres personnes, qui, elles, ne sont peut-être pas ou pas contaminées elles-mêmes. De manière à éviter cette circulation d'air de la chambre de la personne contaminée vers le reste de l'habitation, on peut simplement y apposer au bas de la porte le genre de boudin que vous connaissez tous et qui évite l'arrivée d'air froid de l'extérieur dans les circonstances où on n'aime pas avoir de la ventilation, ce qui est vraiment le contraire des circonstances de cette année. Il est clair que la personne contaminée qui est en isolement à la maison, si elle doit sortir, ce qui est le cas normalement de sa chambre, ne fût-ce que pour aller aux toilettes par exemple, à la salle de bain, elle devra porter un masque de manière à protéger les autres personnes. Cette ventilation, telle qu'on vient de le dire, ne remplace pas, et l'exemple du masque qu'on vient de citer est un bon exemple, ne remplace pas bien sûr les mesures habituelles que nous devons tous prendre, y compris chez nous, c'est-à-dire de continuer à nous laver les mains fréquemment et de nettoyer à la maison, tout spécialement si une personne infectée y réside, les poignées de porte, les rampes d'escalier et autres endroits que l'on touche éventuellement avec les mains. Alors si vous cherchez un sujet pour vous faire un peu sourire, ce sera le point final de cet exposé. Nous allons vous parler des toilettes. Alors les toilettes, c'est peut-être effectivement un peu comique, mais c'est comme ça. On sait que le virus passe par notre tube digestif. Il peut même y proliférer, il peut dans certains cas donner de la diarrhée, ce qui est bien l'image même qu'il a un impact sur notre tube digestif. Le virus se retrouve donc dans les selles, pas dans les urines, mais dans les selles. Et donc nous allons vous donner ce conseil qui est peut-être un peu comique, et d'ailleurs qu'un ministre a un jour exposé lors d'une des conférences de presse, mais c'était bien sûr exact. Il faut, lorsqu'on va à la toilette, dans des toilettes qui ne sont pas vos toilettes à vous, vous êtes tout seul dans l'appartement, mais des toilettes partagées au niveau des bureaux, par exemple, ou des toilettes dans une famille où une des personnes est infectée et qui n'a pas sa toilette personnelle, eh bien, il faut, lorsqu'on a été à la toilette, fermer la planche du WC avant de tirer la chasse. Oui, parce qu'en tirant la chasse, vous allez produire ces fameux micro-aérosols et donc vous risquez de mettre en suspension dans la toilette du virus, faisant que la personne qui vous suivra et qui n'est pas infectée pourrait attraper ainsi la maladie. Il est clair que ces détails peuvent paraître parfois un peu triviaux, mais ils sont la base de la consolidation ensemble d'une diminution de la transmission. Alors appliquons-les pour que dans les jours et les semaines qui viennent, nous puissions continuer à vous donner les relativement bonnes nouvelles du jour. Merci beaucoup. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. Begin deze week zagen we de eerste lichtpuntjes in de cijfers en deze trend lijkt zich gelukkig door te zetten. De sneltrein mindert vaart. De besmettingscijfers stabiliseren en de ziekenhuisopnames stijgen minder snel. Deze vertraging komt echter geen dag te vroeg. Een minder snelle stijging of een stabilisatie is niet voldoende. We moeten met z'n allen de cijfers terug drastisch naar beneden krijgen. Laat er dus geen twijfel over bestaan dat we de strengste maatregelen moeten blijven aanhouden. Elke nieuwe opflakkering kan ons zorgsysteem overbelasten. De huidige cijfers tonen duidelijk aan dat onze inspanningen werken. Als we dit blijven aanhouden, kunnen we de komende weken onder de maximumcapaciteit van onze ziekenhuizen blijven. Wie thuis blijft, redt levens. Dat is een zekerheid. Voor het eerst sinds 5 september zien we terug een afname van het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis. Er komen dus nog steeds nieuwe besmettingen bij, maar het gaat minder snel. Het aantal besmettingen daalt met 4% op weekbasis. Dit kan deels verklaard worden doordat er minder getest wordt bij mensen zonder symptomen. Maar ook als we kijken naar het aantal positieve mensen met symptomen, is er een lichte daling. Dit wordt ook bevestigd door het percentage positieve testen
dat sinds enkele dagen licht is afgenomen van 32 naar 29%. En dit bij alle leeftijdsgroepen. Dinsdag 27 oktober blijft tot nu toe de dag met het hoogste aantal vastgestelde besmettingen van de pandemie, met meer dan 22.000 gevallen op één dag. In de dagen nadien blijft dit voorlopig onder de grens van 20.000 besmettingen. Gemiddeld werden de afgelopen 7 dagen 14.235 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. We zien vooral een daling van het aantal besmettingen bij personen onder de 50 jaar. Bij de oudere leeftijdsgroepen zien we daarentegen wel nog een toename, met de grootste stijging bij de oudste leeftijdsgroepen. De afgelopen week werd bij 2% van alle 90-plussers een COVID-besmetting vastgesteld. Dat is een erg hoge besmettingsgraad bij een zeer gevoelige groep van onze bevolking. Dit weerspiegelt ook de verhoging van het aantal besmettingen in onze woonzorgcentra. En hierover zullen we komende vrijdag ook nieuwe cijfers rapporteren. Behalve in het centrum van het land zien we nu ook in verschillende andere provincies een afname van het aantal nieuwe gevallen. Ook in Antwerpen, Limburg en Luik zien we nu voor het eerst sinds lang een dalende trend. In de andere provincies zien we wel nog toenames, maar deze zijn beduidend minder hoog dan de voorbije weken. De hoogste toename zien we voorlopig nog in West-Vlaanderen met 13%. We zijn nog niet uit de gevarenzone. De ziekenhuiscijfers blijven verder toenemen, maar gelukkig minder snel. Gisteren werd echter nog een recordaantal van 877 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 39% meer dan de piek die we geregistreerd hebben tijdens de eerste golf. De voorbije week waren er gemiddeld 692 nieuwe opnames per dag en dat is een toename van 26% op weekbasis. De toename is momenteel nog het meest uitgesproken in Vlaanderen, met een toename van 40% over alle provincies heen. En in West-Vlaanderen loopt dit op tot zelfs 69%. Er liggen in totaal 7.485 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Hiervan liggen er 1.351 op intensieve zorgen. En ook dat is ruim hoger dan de piek van de eerste golf. We verwachten ook dat het aantal patiënten op intensieve zorgen in de komende dagen nog zal doorstijgen. De bezetting op intensieve zorgen neemt momenteel toe met 48% op weekbasis. En dat is een verdubbeling om de 12 dagen. Ook dit is evenwel iets trager dan de voorbije dagen. Zoals gezegd, we verwachten dat het aantal patiënten op intensieve zorgen nog enkele dagen zal doorstijgen, maar hopelijk onder de maximumcapaciteit van 2000 bedden zal kunnen blijven. Op voorwaarde natuurlijk dat we de huidige maatregelen goed blijven respecteren. Voorspellingen spreken momenteel van een maximumbezetting van 1800 bedden op intensieve zorgen binnen de 2 weken. Momenteel blijft de situatie echter nog bijzonder onrustwekkend, vooral in de provincies Luik en ook Henegouwen. In Vlaanderen zien we vooral in Oost-Vlaanderen een sterke stijging van de opnames op intensieve zorgen. De overlijdens tot slot blijven verder toenemen, maar minder snel. De afgelopen week vielen er gemiddeld 136 overlijdens per dag te betreuren,
met een uitschieter van 178 overlijdens op vrijdag 30 oktober. Op weekbasis stijgt het aantal overlijdens met 122%. Dat is een verdubbeling om de 6 dagen. Vervolgens zouden we nog even opnieuw willen ingaan op het belang van een goede ventilatie om besmetting te voorkomen. Zoals u weet, wanneer we besmet zijn met het coronavirus, produceren we druppels die virus bevatten en waarmee we andere mensen kunnen besmetten. Deze druppels produceren we tijdens het praten, tijdens het hoesten en tijdens het niezen. De gevaarlijkste druppels zijn de grote druppels, die gelukkig ook snel naar beneden vallen, eenmaal ze we hebben uitgestoot. Dat is ook de reden waarom het houden van afstand tegenover elkaar een goede voorzorg is om te verhinderen dat we elkaar besmetten. Het is echter zo dat behalve die grote druppels we ook hele fijne druppeltjes kunnen produceren. Onder andere ook tijdens het praten. Die fijne druppels, en soms wordt dat ook aerosol genoemd, die kunnen ook virus bevatten. Meestal wel heel wat minder dan in die grote druppels. Die fijne druppels kunnen echter wel lange tijd in de lucht blijven zweven, meerdere uren, zeker in een gesloten ruimte. De lucht kan dan als het ware besmettelijk worden. U kan dat vergelijken met de dichte wolken sigarettenrook die vroeger in de woonkamer of in een café bleven hangen. Zo kunnen ook fijne druppels blijven hangen, zeker in een kleine ruimte met een lage plafond. En zeker als die ruimte ook niet of slecht geventileerd is. Wanneer we lange tijd verblijven in zo'n ruimte, kan dit voldoende zijn om mensen te besmetten. Er zijn momenteel meer en meer aanwijzingen dat infecties op deze manier ook kunnen plaatsvinden, maar enkel onder specifieke omstandigheden. Het probleem stelt zich dus in het bijzonder in kleine ruimtes, gesloten ruimtes, ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn, waar veel gepraat wordt, gezongen of geroepen wordt en waar we gedurende langere tijd verblijven. Om die bron van besmetting te vermijden zijn er in essentie 3 zaken die we kunnen doen. Ten eerste, heel belangrijk, met minder mensen in de ruimte verblijven. Bijvoorbeeld minder mensen op kantoor door thuiswerk. Ten tweede, door het dragen van maskers. Maskers kunnen een deel van de druppels opvangen die we uitstoten. Dat is in het bijzonder zo voor de grotere druppels. Kleinere druppels kunnen al gemakkelijker eens ontsnappen. Maar toch heeft het zin om een masker te dragen om aerosolen te voorkomen, omdat een deel van de aerosolen ook gevormd wordt, of die fijne druppels, die kunnen ook ontstaan doordat de grotere druppels snel verdampen en verkleinen, eenmaal we ze hebben uitgestoten. En dat gebeurt in een fractie van seconde. Wanneer die grotere druppels eerst worden opgevangen door ons masker, dan krijgen ze de kans niet om te verdampen en zich om te vormen tot kleinere druppels die in de lucht blijven zweven. En dat is een van de redenen waarom we vragen aan kinderen, aan scholieren, om maskers te dragen in de klas. Ten derde, zorg voor een goede en liefst voortdurende ventilatie. Bij een goede ventilatie wordt de bezoedelde binnenlucht, die aerosolen bevat, naar buiten afgevoerd en wordt de hoeveelheid virus die in de lucht bevindt ook snel verdund. Op die manier kan die niet meer in staat zijn om mensen te besmetten. Het is belangrijk dat de bezoedelde binnenlucht naar buiten wordt afgevuurd en niet naar een ander vertrek in het gebouw. Een simpele manier om dit te bereiken is bijvoorbeeld door 2 ramen op kiepstand te zetten en kies daarbij bij voorkeur ramen die aan de tegenovergestelde zijde liggen van het lokaal. Zo zorgt u voor een goede doorstroom van de lucht. Nieuwe kantoorruimtes en nieuwe huizen
hebben vaak een ingebouwd ventilatiesysteem dat verse buitenlucht aanvoert. Dit kan via roosters boven de ramen of inblaassystemen. De bezoedelde binnenlucht wordt afgevoerd via een buizensysteem. Indien u over een dergelijk systeem beschikt, zorg er dan steeds voor dat de roosters openstaan en proper zijn. Heeft u een systeem dat lucht aanvoert via buizen, zorg er dan voor dat dit zo ingesteld wordt dat het vooral verse buitenlucht inblaast en geen binnenlucht recycleert. Een dergelijk systeem kan het aantal kiemen reduceren in de lucht met 90% op 40 minuten tijd. Laat deze ventilatiesystemen best continu draaien. Zorg dat ze op kruissnelheid draaien, minstens 2 uur vooraleer er mensen aanwezig zijn, tot 2 uur erna. Ook wanneer u beschikt over dit soort continue ventilatiesystemen, is het nog altijd een goed idee om af en toe de ramen of buitendeuren te openen, om tussendoor nog eens extra te verluchten. Als voortdurende ventilatie niet mogelijk is, dan kan u ook zorgen voor een regelmatige verluchting van de ruimte. We willen er wel op wijzen dat voortdurende ventilatie in principe beter is dan een regelmatige verluchting. Het verluchten van de ruimte doet u op regelmatige basis, bijvoorbeeld om het uur. 1 raam gedurende 2 uur op kip zetten kan het aantal ziektekiemen in de lucht met 90% doen dalen. Met een wijd open raam bereikt u dat effect op een kwartier en met 2 tegenoverliggende open ramen in 5 minuten. Let er wel altijd goed op dat als er kinderen in de buurt zijn, er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waarbij een kind bijvoorbeeld door het raam kan vallen of via de deur de straat op kan lopen. In geval een van uw huisgenoten positief is voor het coronavirus, dan is het best dat deze persoon zich gedurende 7 dagen afzondert van de andere huisgenoten. Het is best dat die in een kamer apart verblijft. Ook in dit geval is het belangrijk dat de kamer waar de besmette persoon zich bevindt, regelmatig verlucht wordt. Zet bijvoorbeeld minstens 3 keer per dag het raam open in die kamer, maar beter is nog om dat vaker te doen. Vermijd wel dat er een luchtstroom ontstaat van de kamer van de patiënt richting de andere vertrekken van het huis. Een goede tip is bijvoorbeeld om een tochthond te plaatsen aan de onderkant van de deur. Wanneer de besmette persoon toch in een gemeenschappelijke ruimte komt, is het belangrijk dat hij of zij een mondmasker draagt. Verluchten en ventileren vervangen de andere voorzorgsmaatregelen niet. Het blijft dus nog steeds nodig om tafels, klinken en andere veel aangeraakte oppervlakten regelmatig te reinigen of te ontsmetten, om regelmatig uw handen te wassen, afstand te houden en om een masker te dragen, zeker in slecht verluchte ruimtes. En tenslotte nog een laatste aandachtspunt. Een herhaling, we hebben dit ook al eerder gemeld, betreft het toiletbezoek. We weten dat uitwerpselen virus kunnen bevatten. Het is daarom dus een goed idee dat wanneer u doortrekt, u steeds het wc-deksel beter eerst naar beneden doet. Want bij het doortrekken kunnen er ook aerosolen ontstaan. Zorg er daarom ook voor dat de wc-ruimte steeds goed verlucht wordt en vermijd dat er een luchtstroom ontstaat van de wc-ruimte naar de andere vertrekken in het huis. Was ook steeds uw handen na het toiletbezoek en droog uw handen met een papieren wegwerphanddoekje. Dank u voor uw aandacht. Il y a une trop grande circulation du virus dans notre société. Cela ne doit pas nous faire paniquer, mais nous devons réaliser que tout contact rapproché
dans les circonstances actuelles, présentent un risque d'une possible transmission du virus et derrière elle, d'autres transmissions du virus et les dégâts qui vont avec. Nous devons donc être très conscients de nos contacts dans les semaines à venir. Aller travailler au bureau, est-ce vraiment indispensable? Dois-je absolument aller faire ce tour à vélo avec des amis? N'y a-t-il pas une alternative à cette sortie que je m'apprêtais à faire dans ce lieu fort fréquenté? Puis-je plutôt appeler mon contact, même mon contact rapproché, plutôt qu'aller le voir? Ce n'est qu'en examinant très consciemment, très consciencieusement nos contacts sociaux dans les prochaines semaines que nous pourrons freiner la propagation du virus. Dans les premiers jours, suivant l'entrée en vigueur de nouvelles mesures, il est normal que l'on se pose toute une série de questions. Le virus est là, dans notre société, et les autorités ont dû faire des choix pour fermer des portes à ce virus, des choix qui touchent de nombreux aspects de notre vie économique et sociale. On peut peut-être apporter quelques clarifications sur certains points. Les soins dentaires, les soins infirmiers à domicile, les séances de kiné, les soins liés à la maternité, les soins palliatifs à domicile, les pédicures médicales, les aides familiales peuvent évidemment encore se poursuivre dans le respect des règles sanitaires. Les soins esthétiques ou de confort peuvent par contre être postposés à plus tard et donc ne sont pas autorisés pour le moment. On a parlé, autre point, beaucoup du télétravail qui est obligatoire, mais qu'en est-il des assemblées générales ou autres rassemblements de clubs, d'associations ou les AG de copropriétaires? Eh bien, elles peuvent également être évitées en présentiel. Donc, il est demandé de ne pas les organiser en ce moment, de les organiser peut-être, mais en ligne à distance. En ce qui concerne les refuges pour animaux, ces derniers ne sont pas accessibles librement au public, mais l'adoption reste possible en vous présentant sur place uniquement sur rendez-vous et sous réserve du respect des mesures d'hygiène sur place. Les pensions pour animaux de compagnie sont-elles fermées, sauf pour les personnes ayant un besoin impérieux d'accueil de leur animal, on pense par exemple suite à une hospitalisation. Vous voyez, cela touche vraiment à tous les domaines possibles de notre vie et vous retrouverez sur Info Coronavirus de l'information sur de nombreuses autres thématiques. Avant d'envisager une activité qui implique des contacts physiques, en dehors des personnes qui vivent sous votre toit, un passage sur le site Info Corona est peut-être le bon réflexe. Un autre bon réflexe, c'est de réfléchir toujours à 2 fois si le risque que présente une activité ne peut pas être évité en cette période. Ces mesures actuelles, elles s'appliquent jusqu'au dimanche 13 décembre. Pour les mesures qui concernent les fermetures de commerces et de services, il y aura une réévaluation autour du 1er décembre. Le fait que ces mesures s'appliquent sur une relative longue période, plutôt que d'être changées chaque semaine, nous permet à chacun de réorganiser notre vie économique et sociale. Ça devrait également nous permettre d'atteindre notre objectif commun, freiner l'épidémie, pour réduire la pression beaucoup trop forte en ce moment sur notre secteur de soins. Mais à côté de cet objectif stratégique, il s'agit aussi avant tout de votre santé et de celle de vos proches. Même si les personnes fragiles sont les plus à risque, ce virus peut toucher durement chacun d'entre nous. Hier, par exemple, un jeune footballeur pro du Berscott a témoigné de son expérience sur les médias sociaux. Il a contracté le Covid-19 il y a quelques semaines et il a été surpris de la violence et des grandes difficultés auxquelles lui et sa compagne ont dû faire face suite aux symptômes qu'ils ont développés. Et il s'agit ici d'un jeune de 28 ans en pleine forme physique. Tout cela pour vous rappeler que c'est bien notre santé à tous qui est en jeu. Le seul comportement à avoir en ce moment, individuellement et collectivement, c'est de prendre le Covid-19 au sérieux et de respecter les mesures. Nous sommes une équipe de 11 millions de citoyens. Assurons-nous ensemble de faire reculer ce virus. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Merci. Goedemorgen. De cijfers tonen aan dat er nog steeds enorm veel virus circuleert in onze samenleving. Dit moet ons niet panisch maken, maar we moeten wel beseffen dat elk sociaal contact in de huidige omstandigheden een risico kan betekenen op een mogelijke besmetting. We moeten de komende weken dan ook heel bewust omgaan met onze sociale contacten. Is een verplaatsing bijvoorbeeld naar het werk wel effectief essentieel?
Moet ik absoluut gaan samenfietsen met 3 vrienden? Of is het toch niet beter om de komende weken alleen een fietstocht te maken? Kan ik mijn knuffelcontact niet opbellen in plaats van er toch langs te gaan? Enkel door de komende weken zeer bewust om te gaan met onze sociale contacten zullen we de verdere verspreiding van het virus kunnen afremmen. De eerste dagen na de inwerkingtreding van nieuwe maatregelen is het normaal dat er nog een aantal vragen zijn over specifieke punten. Deze nieuwe maatregelen hebben ook een impact op heel ons sociaal en economisch leven. We verduidelijken dan ook graag nog een aantal punten. Voor eerst tandartsen, psychologen, kraamzorg, thuisverpleging, kinesisten, palliatieve thuiszorg en ook medische pedicure kunnen gewoon blijven doorgaan, uiteraard met respect van het aantal maatregelen. Wat betreft de dierenasielen, de adoptie en het ophalen van een dier door de nieuwe eigenaar is mogelijk, maar dit enkel op afspraak en met respect voor de social distancing. Dierhotels zijn gesloten, tenzij voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van een dier. Bijvoorbeeld tijdens een opname in het ziekenhuis of na het overlijden van de eigenaar. Vergaderingen van bijvoorbeeld verenigingen, maar ook van mede-eigenaars, kunnen niet fysiek worden georganiseerd, uiteraard wel online. Kleine herinnering, alle informatie over de maatregelen kan u vinden op de website info-coronavirus.be. De huidige maatregelen gelden tot en met zondag 13 december. Er is nog wel een evaluatie voorzien voor de niet-essentiële winkels rond 1 december. Het feit dat deze maatregelen gelden voor een relatief lange periode stelt ons in staat om ons sociaal en economisch leven te reorganiseren. Maar het moet ons vooral in staat stellen om onze gemeenschappelijke doelstelling te realiseren. Namelijk de circulatie van het virus in de samenleving afremmen, om zo de druk op de ziekenhuizen te doen afnemen. Maar het gaat ook om de gezondheid van u en van uw geliefden. COVID-19 kan iedereen treffen en niet enkel risicopatiënten. Gisteren was er op de sociale media een getuigenis van een professionele voetbalspeler van Beerschot. Hij getuigde hoe ernstig ziek hij was geworden door het virus, wat hem eigenlijk wel verrast had. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over een jonge gast en in prima conditie. Dit toont aan dat het gaat om de gezondheid van ons allemaal. Neem dit ernstig en respecteer de maatregelen. Dit is de enigste juiste reflex op dit ogenblik. Met een team van 11 miljoen zullen we er samen voor zorgen dat we dit virus opnieuw klein krijgen. Dank u wel. Ik kan nu overgaan tot de vragen van de journalisten. Het aantal positieve tests is al 5 dagen op rij aan het dalen. Van 22.048 nieuwe gevallen op 27 oktober tot 5.551 op 31 oktober. Het aantal tests daalde ook fors in die periode, terwijl de positiviteitsratio boven de 20% blijft liggen. Loopt de testing vertraging op? Er zijn geen aanwijzingen dat de testen momenteel vertraging oplopen. Ik wil er wel op wijzen dat het aantal positieve testen dat gemeld werd in de voorbije 3 dagen een getal is dat nog verder moet aangevuld worden in de komende dagen. We kunnen pas spreken over cijfers die min of meer compleet zijn na een 3-tal dagen, omdat die cijfers pas geleidelijk aan binnenkomen. En we rapporteren de positieve testen op het moment ook dat het staal afgenomen werd. We zien dat in de totaliteit het aantal testen de voorbije week inderdaad wat is afgenomen. Dat is omwille van de nieuwe teststrategie. We testen dus niet langer meer systematisch bij mensen zonder symptomen. En dat verklaart voor een deel wel waarom er minder positieve testen gerapporteerd worden. Maar los daarvan, als we enkel kijken naar de categorie van mensen met symptomen, en die worden nog steeds allemaal getest, net als een week en net als 2 weken geleden, dan zien we dat ook daar het aantal positieve testen bij mensen met symptomen lichtjes aan het afnemen is. Ik denk dat het te vroeg is om echt te spreken van een daling. We kunnen wel zeggen dat het aantal besmettingen toch lijkt te stabiliseren. Dat blijkt vooral ook, zoals ik eerder al gezegd heb, uit het percentage positieve testen. Ondanks het feit dat we wat minder testen,
zien we dat ook het percentage testen dat positief is voor het eerst sinds lang lichtjes naar beneden gaat. En dat geeft toch wel aan dat er waarschijnlijk toch wat minder druk is van het virus in de bevolking, iets minder circulatie van virus op dit moment. Een echte daling kunnen we het nog niet noemen, maar wel een stabilisatie, denk ik. Le nombre de tests positifs diminue depuis 5 jours consécutifs. De 22 048 nouveaux cas le 27 octobre à 5 551 le 31 octobre. Le nombre de tests a également diminué lors de cette période, alors que le taux de positivité reste au-dessus de 20%. Le testing subit-il un ralentissement? Alors, je pense qu'il faut commencer par expliquer qu'on ne peut pas comparer le nombre de tests effectués en semaine avec le nombre de tests effectués le week-end, ce qui est le cas du deuxième chiffre, et qu'on ne peut pas comparer directement des chiffres de tests qui ne sont pas forcément encore consolidés, c'est-à-dire dont l'entièreté des données ne sont pas rassemblées, ce qui est le cas pour les tests des 3 derniers jours par définition. Actuellement, effectivement, il y a une diminution du nombre total de tests pratiqués. C'était d'ailleurs la volonté devant l'embouteillage au niveau du système, en ne testant plus que les personnes qui ont des symptômes. Et donc, en ne testant pas les asymptomatiques, on a une certaine diminution du nombre total de tests tel que ça avait été souhaité. Même quand on regarde les personnes qui ont des symptômes, on se rend compte qu'actuellement, le pourcentage de tests positifs est en diminution, en très légère diminution. On est passé de 32 à 29%, mais on va dans cette direction. C'est encore un peu trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, mais il est possible que ceci témoigne du fait que le virus circule de manière moins intense dans la communauté, ce qui est le souhait et le but des mesures qui sont prises actuellement. Concernant le vaccin disponible pour la Belgique, confirmez-vous son arrivée début 2021? Et si oui, pour quel public prioritaire et avec quel mode d'administration? Alors actuellement, rien ne fait penser que les dates prévues pour l'arrivée du vaccin dans notre pays aient changé et donc on compte toujours l'avoir à disposition au moment du printemps. À ce moment-là, le vaccin sera administré par priorité au public qui est le plus à risque tel qu'il a été défini par un avis récent du Conseil supérieur de la santé, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site du Conseil supérieur de la santé. En quelques mots, cet avis reprend comme premier groupe à vacciner l'entièreté du personnel médico-paramédical, aussi bien d'ailleurs hospitalier qu'extra-hospitalier, au sens le plus large du terme, ce qui couvre à peu près 500 000 personnes, suivi très rapidement de la population à haut risque, et on sait par les chiffres qu'on vous redonne 3 fois par semaine que c'est typiquement les personnes qui ont plus de 65 ans ou que chez les gens entre 45 et 65 ans, un certain nombre de facteurs de comorbidité sont porteurs d'un risque d'évolution plus défavorable. Et à nouveau, l'obésité, le diabète, l'hypertension sont quelques-uns d'entre eux. Vous trouverez la liste complète dans l'avis en question. La priorité a été établie sur base des données actuellement disponibles. Si d'autres données ou si des caractéristiques spécifiques liées aux vaccins qui vont arriver étaient différentes de celles que l'on prévoyait, on reverra éventuellement cet ordre de priorité. Les modalités d'administration du vaccin, qui va le donner à quel endroit? S'agira-t-il d'un médecin traitant ou s'agira-t-il de centres où on fera la vaccination? Les pharmacies seront-elles impliquées ou pas? Va dépendre justement des caractéristiques des vaccins qui vont arriver en premier lieu, et ces modalités sont actuellement en train d'être mises au point. Kunt u bevestigen dat het vaccin begin 2021 beschikbaar zal zijn in België? Voor welke prioritaire groepen dan? En hoe zal het vaccin worden toegediend?
Wel, de voorbereiding van de vaccinatiecampagnes die we hopelijk volgend jaar gaan kunnen organiseren, zijn volop bezig. Het is op dit moment nog niet zeker welk vaccin er uiteindelijk eerst op de markt zal komen. Daar is een goede reden voor, want die vaccins die zijn momenteel nog volop in fase 3 van de klinische studies. En de resultaten van die studies die moeten nog steeds bekend worden gemaakt. Dat is omdat die studies lopen. We hopen de eerste resultaten in november, december te mogen ontvangen. Wanneer blijkt dat die of een van die vaccins goed werkt en veilig is, dan kan dat goedgekeurd worden en dan kan dat inderdaad in de loop van volgend jaar op de markt komen. België samen met de Europese Commissie onderhandelt met grote firma's om zeker te zijn dat de Belgische markt zal bevoorraad worden van voldoende vaccins volgend jaar. Als alles goed gaat, als die resultaten van die studies positief zijn, dan kunnen we verwachten dat ergens in de lente van vorig jaar de eerste grote vaccinatiecampagnes kunnen gestart worden. We denken dat dat waarschijnlijk ergens tussen maart en juni zal kunnen zijn. De personen, we gaan in het begin onvoldoende vaccin hebben om iedereen te vaccineren. Daarom is het belangrijk dat men bepaalde prioriteiten stelt. En de Hoge Gezondheidsraad heeft hier overal in het verleden een advies gegeven. Dus in de eerste plaats zullen dat de gezondheidswerkers zijn, omdat zij grote kans hebben om besmet te worden. Zij staan ook in de frontlinie. Het gaat om ongeveer 500.000 mensen in België. En ook om mensen die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekten. We denken dan aan mensen van hogere leeftijd, mensen van boven de 65 jaar. Of mensen die bepaalde onderliggende aandoeningen hebben en tussen de 45 en de 65 jaar oud zijn. Het gaat dan om onderliggende aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, obesitas en nog een reeks andere aandoeningen die opgesomd staan in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Kan de huidige oversterfte van 26,8% alleen worden toegeschreven aan het coronavirus? Of zijn er andere factoren waarmee we rekening moeten houden? Zo ja, de welke? Wel, het is zo dat we inderdaad sinds week 43, dat is de week van 19 oktober, voor het eerst terug oversterfte merken in België, voornamelijk in Wallonië en Brussel. Het gaat om een oversterfte van 26,8%. Dus 26,8% meer overlijdens bovenop wat je normaal in die week zou verwachten. Het gaat in totaal om 544 overlijdens op weekbasis. Nu, dit valt ook mooi samen met de stijging in het aantal overlijdens omwille van COVID. In die week van 19 oktober werden er meer dan 300 COVID-doden geregistreerd. Dus we denken dat een groot deel van die oversterfte waarschijnlijk ook te wijten is aan de toegenomen sterfte omwille van COVID. Maar zoals altijd met oversterfte kan je niet met precisie zeggen of met zekerheid zeggen omwille van welke reden die mensen precies zijn overleden. Een groot deel zal zeker te wijten zijn aan COVID. Peut-on attribuer la surmortalité actuelle de 26,8% uniquement au coronavirus ou d'autres facteurs sont-ils à prendre en compte? Si oui, lesquels? Alors, il est un fait que depuis la semaine 43, c'est la semaine qui a commencé le 19 octobre, nous connaissons à nouveau en Belgique une période de surmortalité. Celle-ci est particulièrement marquée en Wallonie et dans la région de Bruxelles-Capitale et elle correspond effectivement à 26,8% de mortalité supplémentaire à celle qui est prévue pour la saison en question. Ceci nous amène à peu près 544 décès par semaine. 544 décès par semaine, dont il faut savoir que nous savons qu'il y a plus de 300 décès par semaine au même moment qui sont liés au Covid. Il est donc toujours très difficile d'interpréter ce genre de chiffres et de les mettre en perspective, surtout dans l'immédiat, mais on peut certainement considérer qu'une majeure partie de la surmortalité est liée actuellement à l'infection Covid. Goed.
Dat waren de vragen die we vandaag hebben ontvangen. Bedankt voor uw aandacht. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor de anderen. De volgende persconferentie zal vrijdag plaatsvinden. Donc, le prochain conférence de presse aura lieu le vendredi à 11h. Grand merci.